Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles, parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir. Eh bien, je suis ravie d'ouvrir ce premier épisode avec vous. Ça y est, on y est, c'est lancé. Premier épisode de chez Hope Stories. Je suis toute excitée et vraiment super contente de pouvoir vous parler d'une autre façon que sur Instagram où j'ai l'habitude, où c'est très court à chaque fois les formats, les petites stories ou des petits réels. Là, on va pouvoir passer du temps ensemble, même si je veux à chaque fois avoir des épisodes quand même pas trop longs pour que vous puissiez les écouter facilement en voiture, en train de faire la cuisine, en train d'essayer d'endormir bébé peut-être au milieu de la nuit. Courage à vous en tout cas pour tous ces moments. Et aujourd'hui, pour commencer, du coup, je voulais me présenter parce que déjà, c'est ça. Le but, c'est que vous puissiez apprendre à me connaître pour après que je puisse mettre en avant d'autres femmes qui auront plein de belles choses également à vous proposer. Donc, ce podcast va être très nature peinture. Je ne vais pas faire beaucoup de coupage à chaque fois au montage. Donc, il y aura peut-être des des en fait, des donc. C'est comme ça, c'est moi, c'est la vraie vie. J'ai toujours à cœur de faire ça, c'est de vraiment montrer les vraies choses. Donc à part si j'ai des vrais gros bugs, je ferai des petits coupages. Mais sinon, c'est moi, comme je suis, avec mon sourire. Sachez qu'aussi, je filme les épisodes. Donc là, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez cliquer sur la petite vignette et vous verrez la vidéo également. Ou bien si vous ne l'avez pas sur les autres plateformes, vous pouvez aller sur YouTube et retrouver également les vidéos. Donc, qui je suis? Je suis Flavie. Je vais bientôt fêter, d'ailleurs, dans quelques jours, je suis une Sagittaire. Je vais fêter mes 38 ans. Et j'habite dans le sud-ouest, entre Toulouse et Auch. On dit Auch et pas Auch. Alors, à la base, je viens de Orléans. Je suis un peu plus du nord. Et comment je me suis retrouvée, vers Toulouse? Tout simplement, donc je viens d'Orléans. J'ai fait des études dans la biologie. J'ai été 5 ans en tant que technicienne de laboratoire en microbiologie. J'ai analysé les bactéries et les champignons dans l'eau qui circulait dans les hôpitaux, principalement, et un peu aussi de pharmacopée. Et voilà, donc j'ai fait mes études à Tours, donc je suis allée vivre là-bas pendant 8 ans entre les études et mon premier boulot. Et puis j'ai rencontré, avant de partir à Tours, juste à ce moment-là, à la sortie du bac, j'ai rencontré mon chéri, qui est maintenant mon mari. En fait, on se connaît depuis plus de 20 ans et ça fait pareil 11 ans qu'on est mariés. Donc, on est un vieux couple, mais toujours là et solide ensemble. Et du coup, je vais vous raconter donc pourquoi un peu tout mon parcours de maternité. Et tout simplement, en fait, mon chéri, à un moment donné, a dû trouver son premier boulot. Et surtout, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a regardé la carte de France, on avait envie de bouger. Et là où ça s'est arrêté sur Toulouse. Moi, j'hésitais aussi beaucoup avec Bordeaux parce que j'aimais bien être proche de l'océan, mais Toulouse avait encore plus de points positifs puisque c'était mi-chemin entre l'océan, la mer, la montagne. Il fait beau, il avait un petit peu de famille aussi par là-bas et il y a énormément de travail avec Airbus principalement vu que lui a fait des études d'ingénieur. Il y a énormément de travail là-bas, donc on s'est dit allez go, on fonce et j'en ai profité pour me reconvertir. J'ai fait une licence en alternance dans la partie RH, donc ressources humaines, administratifs et ressources humaines, et ce qui m'a permis après de travailler pendant 10 ans dans les services à la personne, dans une entreprise de services à la personne, où j'ai été responsable de secteur, puis responsable d'agence. Voilà, j'ai plusieurs casquettes durant toutes mes années de travail. Donc voilà, et
Nous, notre projet bébé, on s'est lancé après notre mariage. D'ailleurs, notre mariage, on s'est marié en 2 temps. On a d'abord fait le mariage civil à Tours, donc à Saint-Cyr-sur-Loire, pour celles qui sont de cette région-là, ça vous parlera. On s'est marié là-bas parce qu'à ce moment-là, on habitait là-bas, donc c'était important pour nous et comme ça, notre famille proche d'Orléans a pu venir au niveau de nos grands-parents. Et on s'est marié 2 mois après, en septembre, du côté de Toulouse, dans le Gers. On s'est trouvé un petit château du côté de Cazaux-Savès, pour celles aussi qui connaissent par là-bas. Et on a fait un mariage un peu plus grand, où là, c'était vraiment la partie religieuse, où on s'est marié à l'église. Je suis arrivée en calèche dans ma robe de princesse. Enfin voilà, j'ai fait vraiment mon mariage de rêve. Et après le mariage, on a décidé de se lancer dans notre projet bébé, tout simplement parce que tout était calculé. On s'était dit oui, du coup, je suis en formation, donc là, si on fait les essais là, je vais tomber enceinte à la fin de ma formation, et donc du coup, j'accoucherai après, et après, je chercherai mon premier boulot. Vous savez, c'est toujours le truc où on se dit toujours, allez, on va bien calculer, ça sera un bébé de tel mois, et en fait, la vie, c'est pas ça. Spoiler alerte, j'ai mis 8 années à fonder ma famille. Voilà. Donc, en gros, pour vous expliquer, mon chéri est tombé malade quand on s'est connus. Il a eu une leucémie. Et quand il est rentré à l'hôpital, juste avant d'avoir la chimio et les rayons, il a pu congeler son sperme, heureusement, qui nous a permis du coup par la suite de pouvoir avoir accès à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, et de passer par des fécondations in vitro pour pouvoir mettre en contact mes ovules et ses spermatozoïdes. Et heureusement, et je dis un grand merci à la science pour ça, parce que sinon on n'aurait pas pu avoir d'enfants. Donc il nous restait plus qu'à maintenant rapatrier en fait les paillettes congelées de sperme de Tours jusqu'à Toulouse. Et on a appelé le premier centre PMA qu'on a trouvé sur Toulouse parce qu'on s'y connaissait pas grand-chose. Et on a pu prendre un premier rendez-vous avec une gynéco. Puis après, on a enchaîné les rendez-vous. Il nous a fallu quasiment 1 an pour nous lancer. C'était quand même assez impressionnant le délai, parce que tout simplement, entre chaque rendez-vous, il y a au moins 3 ou 4 mois de délai. Donc il faut d'abord voir la gynéco. Après, il faut faire les examens, les prises de sang. Il faut revoir la gynéco pour débriefer. Après, il faut prendre un rendez-vous avec la psychologue du centre pour discuter. Après, avec le biologiste. Voilà, ça ne s'arrêtait pas. Et il nous a fallu 1 an. Donc on a pu lancer notre toute première fécondation in vitro en décembre 2014. Donc voilà, 1 an après avoir tout simplement lancé les démarches. Et alors pourquoi on est passé par la fécondation in vitro et pas les inséminations? Tout simplement parce que la qualité de sperme de mon chéri était déjà altérée par rapport à sa maladie. Donc il n'y avait pas beaucoup de sperme, il n'était pas de top qualité. Donc on a dit que on passait directement en FIV pour pouvoir augmenter nos chances. Donc on s'est lancé. Et malheureusement, il nous aura fallu plusieurs FIV pour que ça marche. Alors, en France, vous avez le droit à 4 FIV qui sont remboursés par la sécurité sociale. 4 cycles de fécondation in vitro. Un cycle, c'est une ponction ovocytaire et tous les transferts d'embryons qui en découlent. C'est-à-dire que si vous avez 10 embryons, une FIV égale les 10 transferts d'embryons, donc ça peut durer très longtemps. Et si malheureusement vous en avez qu'un, ça va très vite. Et pour les inséminations artificielles, c'est 6 essais. Donc ça, c'est pour la France. Donc voilà, donc on commence les protocoles, surtout le premier, on y croit à fond, parce que tous les examens sont bons de mon côté. Je suis jeune, j'ai 25 ans, 25, 26, du coup. On commence les traitements, super motivée. Donc en fait, comment ça se passe? Vous avez tous les jours de votre cycle des médicaments, des piqûres à faire pour bien contrôler votre cycle. C'est-à-dire qu'après, vous avez tous les 2-3 jours des échographies et des prises de sang à faire pour contrôler les hormones et voir comment les follicules se développent dans vos ovaires. Il faut savoir donc que pendant 2 à 3 semaines, vous avez 1 à 2 piqûres par jour, plus peut-être des médicaments, des compléments alimentaires à prendre. Tous les 2-3 jours, donc comme je disais, des échographies et prises de sang. Donc par rapport au travail, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, en fonction des résultats, à un moment donné, les gynécos vont savoir à peu près quand est-ce que vous allez ovuler et c'est là que tout s'actionne. Donc, on va vous dire, vous avez cette piqûre-là pour déclencher l'ovulation et juste avant d'ovuler, vous ovulez 36 heures après, juste avant, il faut passer au bloc opératoire pour pouvoir prélever les ovocytes. Et donc, ça peut se faire soit sous anesthésie locale, soit anesthésie générale. Moi, j'ai toujours fait en anesthésie locale parce que j'avais envie de me mettre... Alors, au départ, j'avais pas trop le choix dans mon premier centre et dans mon deuxième centre.
dans tous les cas, c'est moi qui choisissais parce que j'avais envie de voir ce qui se passait et de contrôler aussi ce qu'on me faisait à mon corps. Donc voilà. Et après, vous avez donc une fois qu'ils ont prélevé les ovocytes, ils ont prélevé le sperme du monsieur, ils mettent tout ça ensemble. Donc soit c'est ils mettent ça en vrac, on va dire, dans une boîte de pétri. Et là, c'est une FIV normale, classique. Soit le biologiste va vraiment prendre un ovocyte, un spermatozoïde et le mettre à l'intérieur de l'ovule. Et dans ce cas-là, c'est une FIV ICSI. Voilà, il y a différentes techniques. Et il y a même la FIV IMSI avec un M. Pour cette fois-ci, c'est comme la FIV ICSI, mais c'est fait avec un beaucoup plus gros, comme on dit ça, un microscope pour qu'il puisse encore plus sélectionner les spermatozoïdes. Voilà, il y a différentes techniques. Donc ça, c'est les biologistes. Et avec vous, voilà, ils en parlent pour choisir la meilleure technique qui va vous donner le plus de chances possible. Donc, bon, vous savez que j'ai mis 8 ans à fonder ma famille, donc c'est que ça n'a pas marché du premier coup forcément. Et il a fallu plusieurs transferts. Donc la première FIV, on a eu 3 embryons. La deuxième FIV, 3 embryons aussi, donc à chaque fois des échecs. Arrivé à la deuxième FIV, on était milieu de parcours, vu qu'on a le droit à 4 FIV. Donc là, la gynéco a voulu pousser un peu les examens. J'ai eu le droit à une échographie, dans ce cas-là, pour voir un peu au niveau sanguin, comment était le flux au niveau artère ou veine, au niveau des utérus. Je suis plus trop... j'ai pas forcément les bons mots. Mais en gros, ce qui a été mis en évidence, c'est que je n'avais pas assez de flux sanguin, on va dire, c'était pas assez puissant. Donc, j'ai pris des médicaments pour fluidifier un petit peu le sang, pour un peu mieux oxygéner et irriguer tout ça. Et donc, j'ai fait cette 3e FIV. Et là, cette fois-ci, je suis partie carrément en hyperstimulation, où là, j'ai fait beaucoup de follicules. Et donc, il y a eu un transfert. Mais je pense que comme c'est le transfert gagnant, vous allez voir. Et en fait, souvent, quand le transfert marche et que vous êtes déjà en hyperstimulation, ça accentue l'hyperstime. Donc, en fait, une semaine après le transfert d'embryon, j'ai été hospitalisée parce que j'avais vraiment un ventre énorme, très douloureux. Et en fait, ça commençait à me comprimer dans les poumons et j'avais du mal à respirer parce qu'il y avait trop de liquide qui comprimait tout ça. Donc, j'ai été hospitalisée pendant une semaine et j'ai appris que j'étais enceinte à l'hôpital parce que c'est eux qui m'ont fait la fameuse prise de sang 2 semaines après le transfert. Et donc là, c'était vraiment trop bien. J'étais vraiment trop contente. Enfin, au bout de... donc, on a commencé les démarches en 2013 et je suis tombée enceinte en 2017. Donc 13, 14, 15, 16, 17, c'est bien ça, 4 ans, du coup, entre le premier rendez-vous et le résultat positif. Donc il m'a fallu quand même bien 3 mois pour que l'hyperstimulation s'en aille de mon corps, on va dire, et que je n'ai plus les douleurs. C'est en fait la bêta-HCG, l'hormone de grossesse, accentue en fait cette hyperstime. Donc comme elle redescend qu'après les 3 mois de grossesse, et voilà, les 3 premiers mois ont été quand même assez douloureux et j'étais assez gonflée. Donc moi j'ai le droit au pantalon de grossesse dès le début, dès la sortie de l'hôpital. Ça, j'étais trop contente. Voilà. Et donc en gros la grossesse s'est quand même globalement bien passée. J'ai pas été trop malade, très fatiguée au démarrage, mais comme un début de grossesse. Mais j'ai pas vomi, pas eu trop de nausées. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Par contre, voilà, pendant les échos qu'on a fait, on a découvert et détecté une malformation du cœur à notre bébé. Et il s'est avéré que les malformations, donc cardiopathie, c'était une CIV et une coarctation de l'aorte. Donc c'est-à-dire, donc CIV, c'est des petits trous qu'il peut y avoir entre les différents ventricules, donc qui mélangent le sang propre et le sang sale. J'essaye de vraiment vous faire quelque chose de très imagé et de très, je parle avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Et la coartation de l'aorte, c'est qu'à un moment donné, dans l'aorte, il y a un rétrécissement de l'aorte et donc le passage du sang est beaucoup plus compliqué. Donc ça, on l'a appris pendant la grossesse, ça a été compliqué, mais on savait, les cardiopédiatres nous disaient que à la naissance, du coup, notre bébé devrait se faire opérer et que ça pouvait se corriger et avoir une vie tout à fait normale derrière. Mais on ne savait pas du tout à quel moment l'opération aurait eu lieu. Si c'était dès la naissance, quelques jours après, quelques mois après, c'était vraiment en fait en fonction de la naissance, comment ils allaient percevoir la chose et en fonction de l'évolution. Donc en fait, on a été vraiment au jour le jour à voir comment ça allait évoluer. On ne savait pas. Et on savait même pas si on allait revenir de l'hôpital ou pas. Enfin, c'était compliqué pour faire du coup tous les préparatifs, sachant qu'en plus nous on était en train de faire construire une maison, on était en train de déménager. Enfin, ça a été quand même un très gros chamboulement cette
cet épisode-là, mais je garde quand même un bon souvenir de ma grossesse. Le seul regret, c'est que voilà, je n'ai pas réussi à me projeter plus que ça, parce qu'on ne savait pas trop la suite. Et aussi parce que on ne savait pas le sexe du bébé. On voulait se garder la surprise, enfin surtout mon chéri, mais bon du coup je l'ai suivi. Bah, après tout c'était notre premier, pourquoi pas se faire la surprise à la naissance. Donc il s'est avéré que c'était une petite fille, c'est Marie-Charlotte, qui est née par césarienne programmée. Alors pourquoi césarienne programmée? Tout simplement parce qu'elle était en siège déjà, et parce que maman n'a pas le droit à la péridurale. Et non, moi j'ai eu une scoliose plus jeune et j'ai des vis dans le dos pile en fait à l'endroit de la péridurale. Donc je peux avoir la anesthésie parce qu'elle est un peu plus haute, mais pas de péri. Donc pas de péri, bébé en siège plus problème au cœur. On voulait pas non plus la fatiguer avec les contractions et avec l'accouchement. Donc on a décidé la césarienne. Moi, il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée. Vraiment la césar en plus c'est passé super bien, gynéco au top. Non, vraiment, tout s'est très très bien passé. Donc ça, j'en garde un très bon souvenir. Et en fait, c'est une fois que la naissance a eu lieu qu'ils ont pu vraiment regarder le cœur de Marie-Charlotte à travers sa peau à elle et pas à travers mon ventre. Donc ils se sont rendus compte que c'était plus important que prévu au niveau de la coartation principale et que du coup, l'opération serait 1 semaine après sa naissance, le temps de tout mettre en place, de tout organiser, tout ça, tout ça. Donc cette première semaine vécue en réanéonate avec des bip partout, tu peux pas vraiment dormir avec, tu sais pas trop faire avec tous les câbles et tout. Enfin, ça je vous ferai un épisode spécial je pense sur cette partie autour de Marie-Charlotte. Mais là je préfère commencer sur quelque chose d'un peu plus joyeux sur ce premier épisode. Donc on va pas tout de suite attaquer les thèmes assez durs. Là vous savez ça fait 6 ans et demi qu'elle est née et qu'elle est partie. Puisqu'on l'a perdue, elle s'est fait opérer 1 semaine après de son cœur et malheureusement, elle en est décédée. L'opération n'a pas marché. Le chirurgien a tout donné. Ils avaient réussi à réparer et puis finalement, quand il a fallu relancer le cœur et tout ça, il y a tout qu'à lâcher, ça a pas tenu. Donc, elle est décédée pendant l'opération. Et c'était donc en juin 2018. Et voilà, donc maintenant, Marie-Charlotte, c'est notre petit ange gardien. Vraiment, comme je vous disais, ça fait 6 ans et demi qu'elle est partie et j'ai beaucoup de recul sur notre histoire. Ça a été beaucoup de travail sur moi. J'ai vu beaucoup de professionnels qui m'ont accompagnée et j'en parle aussi très ouvertement sur les réseaux sociaux, sur la Hope Family depuis des années en fait. Donc maintenant, j'arrive facilement à en parler et j'arrive à avoir le sourire en pensant à elle. Ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré pour Marie-Charlotte. C'est vraiment maintenant, je me dis, grâce à elle, j'ai la vie que j'ai maintenant. Alors bien évidemment, j'aurais préféré l'avoir avec moi et ne pas avoir à vivre tout ça. Mais voilà, j'arrive à tirer les belles choses qui sont arrivées depuis et la femme que je suis aussi depuis. Donc voilà, maintenant je la prends comme notre petit ange gardien qui nous guide vraiment au jour le jour. Et vous voyez d'ailleurs le joli tournesol offert par une copine qui représente du coup Marie-Charlotte, vu qu'elle est née au mois de juin et c'était la période des tournesols. Donc voilà, c'est son petit symbole. Et donc voilà, donc on a eu Marie-Charlotte et puis après il a fallu se remettre de ce deuil périnatal, ça s'appelle du coup quand on perd un enfant. Et on a pu reprendre les essais bébés qu'1 an après, vu que j'ai eu une césarienne et qu'il faut quand même le temps de la cicatrisation de l'utérus et ne pas faire n'importe quoi. Donc j'ai pu reprendre 1 an après et toujours en PMA forcément. Et en gros, il nous restait 3 embryons de cette FIV où ça a marché. J'avais tellement envie que ça soit un de ces 3-là qui marche pour que ça soit la même portée, on va dire. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu. Ça a pas marché pour cela. Donc, on est reparti sur une nouvelle FIV qui n'a toujours pas fonctionné. Et puis, je commençais à en avoir marre, en fait. J'avais vraiment besoin de renouveau, d'un nouveau départ parce que, en fait, le centre à Toulouse où je fais la PMA, c'est juste à côté de la maternité, c'est les bâtiments d'à côté et c'est le bâtiment aussi en face de la morgue où on a vécu les derniers instants de Marie-Charlotte. Tout ça, à chaque fois, je revenais tous les 2-3 jours pour les échos et les prises de sang, vous avez compris. Voilà, ça me faisait presque des crises d'angoisse. J'étais vraiment pas bien et je voulais autre chose. Donc, à force de discuter avec vous tous au niveau de la communauté, il y en a beaucoup de Toulouse qui m'ont dit qu'elles partaient sur Montpellier. J'étais mais on va pas faire 3 heures de route à chaque fois pour aller faire notre bébé. Et puis en fait, j'ai pris un premier rendez-vous. On a bien accroché avec le gynéco et go. Ce qu'on faisait, c'est que du coup, tout ce qui était prise de sang et écho, on les faisait sur Toulouse. Et on transférait les résultats à Montpellier. Et à Montpellier, on se déplaçait uniquement pour le transfert
et les ponctions, c'est tout. Donc c'était quand même au niveau organisation, ça se faisait. On partait le soir après le travail, on avait pris un hôtel, et puis après la journée du transfert ou de la ponction, on prenait notre journée de vacances sur place. Mais voilà, on n'avait pas non plus à faire 10 déplacements dans le mois. Donc ça se faisait. Le fait d'avoir changé de centre, ça m'a vraiment aidé à accepter le fait de continuer ce combat, le fait aussi de vouloir faire un autre enfant et que ça ne soit pas le même enfant, que ça soit vraiment qu'on reparte sur de nouvelles bases. Ça m'a pas fait tomber enceinte plus vite. Par contre, je me suis sentie mieux, plus écoutée. En plus, on est passé d'un CHU à une clinique, donc vraiment, je me suis sentie beaucoup plus accompagnée, écoutée. Surtout, c'est surtout ça qui est très important. J'ai quand même changé de gynéco dans la même clinique parce que j'avais eu un feeling un peu plus avec une autre. Enfin voilà, ce que je veux en tout cas vous dire, c'est aussi tout ce qui est corps médical. Si vous sentez pas une personne, un médecin, vous changez. Vous avez le droit, c'est votre corps, c'est votre vie. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes suivi par tel gynéco dans tel centre PMA que vous êtes obligé d'y rester. Vous pouvez partir, changer de centre. Vous n'avez même pas besoin de tenir au courant le premier centre. Vous y allez. Et voilà, et c'est vous qui décidez. Mais même pour n'importe quoi au niveau médical, vous avez à vous faire opérer, n'hésitez pas à comparer au niveau de différents chirurgiens ou chirurgiennes pour voir un peu les différentes techniques, tout ça. Il faut pas faire une confiance aveugle en fait en la médecine, il faut aussi s'informer et être à l'écoute de vos ressentis et de vos envies. Bon, ça c'était petit aparté, mais bon, voilà, en gros, quand vous allez faire du shopping ou acheter n'importe quoi, vous comparez bien les prix à droite, à gauche, les références, tout ça, sur votre santé, c'est aussi important. Enfin, revenons à nos moutons. Donc, du coup, voilà, on est parti à Montpellier. Il nous a refallu encore 3 FIV pour cette fois-ci avoir mes petites jumelles. Et en fait, les 2 premières FIV, donc voilà, elles n'ont pas fonctionné. Et puis sur la 3e, là, cette fois-ci, le cycle de FIV s'est super bien passé. J'ai un peu trop bien fonctionné. Et là, j'ai un taux de progestérone qui est monté trop vite. Donc, je ne pouvais pas avoir le transfert sur ce cycle-là. Du coup, déception, mais on se disait, c'est pas grave, on va faire le transfert sur le cycle d'après, on va laisser reposer le corps, et sur le cycle d'après, on va faire le transfert, on va même le faire sur un cycle naturel. Un cycle naturel, ça veut dire sans traitement, sans rien, sans aucune piqûre. C'est royal, ça. Du coup, pas de piqûre, rien, mais par contre, on est très contrôlé au niveau écho et prise de sang pour être sûr de pas louper l'ovulation. Et puis, ce cycle, franchement, c'était du gros n'importe quoi. À J25 de mon cycle, je n'avais toujours pas ovulé. Alors que logiquement, vous savez que c'est autour des J14, pour une femme classique. Mais là, J25, j'avais toujours pas ovulé. Je fais non, mais là, à un moment donné, on laisse tomber, c'est pas grave, on fera ça sur le cycle prochain. En plus, c'était bientôt nos vacances, on devait partir en week-end et tout. Bon, c'était un peu la cata. Et puis, finalement, j'ai discuté avec la gynéco. Elle m'a dit, écoutez, allez, on déclenche l'ovulation ce soir. Vous venez lundi. Lundi, c'était le lundi de Pâques. Nous, on partait en van pendant quelques jours. On avait acheté un van quelques mois auparavant pour justement profiter de la vie, le retaper. On avait bricolé pour pouvoir dormir dedans et tout. Et donc, du coup, l'histoire fait que on est parti en van, en vacances, donc quelques jours. Et puis, le lundi de Pâques, on a fait notre petit détour à Montpellier pour aller chercher nos embryons. Alors, je dis nos embryons parce qu'on a eu le transfert de 2 embryons. Sur cette dernière FIV qu'on a faite, qui était vraiment une FIV extraordinaire, en fait, on a même une récolte de 5 embryons. D'habitude, j'en faisais que 1 ou 2. C'était vraiment pas beaucoup. Et là, on en a eu 5. Et sur les 5... Alors, je vous avais dit que mon chéri était devenu stérile suite à sa chimio. Eh bien, 14 ans après, il reproduit des spermatozoïdes. Le nouveau centre, en fait, lui a fait faire un spermogramme et on s'est aperçu qu'il faisait une toute petite production. Alors, pas grand-chose, juste 2000 spermatozoïdes au lieu de des millions en temps normal, 2000. Mais ce qui fait que, du coup, sur cette dernière ponction, en fait, ils ont pu féconder la moitié de mes ovocytes avec son sperme congelé et la moitié avec son sperme frais, le tout nouveau. Et sur les 5 embryons qu'on a eu, donc on a eu 3 J2 et 2 J5, et il y a un J5 qui a été fait avec son nouveau sperme. C'est un truc de fou quand même. Moi, ça m'avait donné un espoir de dingue à ce moment-là. Ça m'avait reboossé en me disant, mais waouh, la vie est trop belle, quoi. C'est fou ce que le corps arrive à faire. Et donc, du coup, on a décidé d'en transférer 2 parce que sur les 5, il y en avait 2 qui étaient congelés ensemble dans la même paillette parce qu'ils étaient pas terribles, ils étaient pas très très beaux. Donc, ils les avaient mis ensemble pour leur donner plus de chances de survie et d'implantation. Et avec mon chéri, on s'était dit, oula, on va déjà commencer par cela parce que quitte à avoir des jumeaux, vaut mieux les avoir au début que finalement réussir à tomber enceinte. Et puis après, il nous reste les 2 congelés ensemble et de passer de 1 à 3 enfants.
Donc on les a fait en premier. Et puis finalement, suspense, ça a marché. Donc l'idée, c'est que donc lundi de Pâques, on est rentré, je crois, le mardi ou le mercredi de nos vacances à la maison. Et dès le lendemain, j'ai pris le train pour donc remonter à Orléans, aller chez mon frère voir mon neveu et ma nièce. Donc j'ai fait du train, ça fait des secousses. J'ai porté mes petits neveux et nièces, donc j'ai porté des charges lourdes. Dans le van, avant nos vacances, on a vu beaucoup de secousses. Et ça a marché quand même, avec des embryons pas top. Donc ça aussi, si ça peut vous donner un petit peu d'espoir, ne vous prenez pas la tête, vivez votre vie normalement. Chez mon frère, donc le lundi, j'ai eu le transfert de 2J2. Le vendredi, j'ai cru que c'était mort parce que du coup, quand je suis allée aux toilettes, j'ai eu des petites traces rosées, des pertes roses au fond de ma culotte et j'ai cru que c'était des spottings de règles qui arrivaient. Et en fait, quand je calculais, je me disais, mais c'est peut-être voilà, le signe d'une nidation. Et je me disais, pourquoi pas. Et puis, voilà, je suis rentrée le dimanche et le lundi, donc une semaine après le transfert de 2J2, j'ai fait un test pipi, un test de grossesse, et c'était légèrement positif, mais très, 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 très léger. Je me suis dit, vite, je vais à la prise de sang. J'y suis allée avec mon camion, avec mon van, et je suis allée faire ma prise de sang, et le taux était à 25. Donc, c'était tout petit, mais une semaine après un transfert, vous saurez que c'est un très beau taux, et c'est déjà chouette de pouvoir le détecter. Et donc, j'étais comme une dingue, et le lendemain, c'était l'anniversaire de mon chéri. Donc, je voulais lui faire la surprise. Donc, le lendemain matin, je suis retournée faire une prise de sang pour comparer en fait l'évolution, pour être sûr que ça évolue bien, que ce soit pas des restes de la piqûre de Vitrelle de déclenchement d'ovulation. Et le lendemain, je crois que c'était autour de 56, 54, quelque chose comme ça. Donc ça avait doublé en 24 heures, c'était un truc de dingue. Donc je lui ai annoncé, il était trop content. Et donc voilà, ça y est, c'est parti pour des nouvelles aventures. Et en fait, mes taux ont continué donc ça triplait tous les 2 jours. Logiquement, ça doit doubler, c'est ce qu'on dit. Et là, ça triplait. Mon chéri était sûr qu'il y en avait 2, que les 2 s'étaient accrochés. Moi, je disais non, je pense pas. Enfin, je pensais pas avoir le droit à ce bonheur-là, même si c'est quelque chose qui me donnait envie. Et puis, c'est à l'écho de datation qu'on a vu du coup qu'il y avait 2 bébés, j'en revenais pas. Et encore sur le coup, j'ai même eu peur. J'ai cru qu'il y en avait 3. Parce que j'en connais des histoires de genre, elles ont eu 2 embryons, il y en a un qui s'est dédoublé, enfin bon, voilà. Et en fait, non, j'avais confondu avec la vésicule vitelline, mais j'avais vu 3 poches, j'étais gros stress, et en fait, non, il y en a bien 2, et j'ai pas arrêté de dire, on va avoir 2 bébés, bon voilà, surexcitée, mais aussi un peu peur, parce que comment on va réussir à gérer 2 bébés en même temps? Moi, c'était toute la partie organisationnelle, ça me stressait un peu. Et voilà, et l'aventure a continué. La grossesse s'est super bien passée. Une grossesse gémellaire pourtant, mais vraiment juste fatiguée au début. Pas de diabète gestationnel, vraiment pas de contraction plus que ça. C'est vraiment un bonheur cette grossesse. J'ai vraiment kiffé la grossesse de A à Z. J'en ai profité à fond parce que je me disais, si ça doit s'arrêter, je dois en profiter à fond, à fond. J'ai pris des tonnes de photos. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. C'était trop bien. Et donc mes petites Prunes et Augustine sont nées donc 2 jours avant Noël, le 23 décembre 2022, par césarienne programmée également, parce que des jumelles et puis sans péri, voilà, maman était toujours pas motivée pour un accouchement sans péri. Donc voilà. Par contre, la rachianesthésie, ils ont pas réussi à me la poser, ils ont piqué plusieurs fois et ils ont pas réussi. Donc c'est parti par contre en anesthésie générale. Ça c'est le petit regret surtout de papa. Moi, le principal, c'était franchement qu'elle soit en vie, qu'elle soit bien. Et moi, c'était pas grave. L'accouchement, c'est pas un truc qui me fait rêver plus que ça. Maintenant, j'ai Prune et Augustine avec nous. Donc, on a nos 3 filles. Et c'est vraiment pas voulu. Mais en fait, quand c'est une abonnée qui m'avait dit ça, mais en fait, ça fait PMA. P comme Prune, M comme Marie-Charlotte et A comme Augustine. C'était, mais alors, pas du tout voulu, vraiment. Marie-Charlotte, c'était parce qu'on aimait beaucoup ce prénom-là. Et Prune et Augustine, on a choisi le P et le A pour leurs lettres parce que nous, mon chéri s'appelle Pierre-Adrien, moi je m'appelle Flavie, et on s'appelle la PAF Family. Donc on voulait essayer d'avoir des enfants avec des lettres P, A, F. Et donc voilà, c'est tombé sur ces prénoms-là qu'on a adorés. Moi j'aimais beaucoup Jeanne, et même si c'était un J, c'était pas grave. Mais voilà, on a préféré Prune et Augustine. Donc voilà. Petit clin d'œil de la vie, c'est rigolo des fois, des choses qui se mettent sur notre chemin. Donc voilà, je suis l'heureuse maman et mamange de 3 petites filles, mes petits rayons de soleil. Donc je vous ferai un autre épisode pour vraiment vous raconter
D'un côté, l'histoire de Marie-Charlotte, et de l'autre côté, vraiment un peu plus, après toute ma maternité avec Prune et Augustine. Mais voilà, je voulais vous raconter un petit peu mon parcours de maternité qui a été très long, 8 années. Donc, en gros, 4 pour avoir Macha et 4 pour avoir Prune et Augustine. C'est vraiment des parcours longs. Bon, voilà, ça peut marcher vraiment beaucoup plus vite. Il y en a plein qui tombent enceinte où ça marche dès la première FIV ou dès la première insémination, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais des fois, c'est beaucoup plus long, et même des fois, ça ne marche pas du tout aussi. Même en partant à l'étranger, même en faisant des dons, ça peut ne pas marcher. Donc, voilà, c'est mon histoire. Et d'ailleurs, je serais ravie de pouvoir aussi vous écouter ici à mon micro, que vous soyez des hommes ou des femmes, pour venir raconter votre histoire, parce que chaque histoire est tellement personnelle, et on a tous des parcours différents, que si ça peut redonner espoir ou pas, même pour ceux qui n'auraient pas eu d'enfants, comment votre vie est maintenant. Je sais qu'on peut quand même avoir une belle vie sans enfants. Voilà, le but de ce podcast, c'est vraiment de vous donner plein de clés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura redonné le sourire un peu, parce qu'en plus en ce moment le temps est pas terrible là au moment où j'enregistre ce podcast, donc j'espère que ça vous aura redonné un petit peu le sourire et un petit peu de soleil dans ma voix. Je suis contente d'avoir enregistré ce premier épisode. Oh là là, c'est tellement, pour moi c'est surexcitant. C'est quelque chose qui se crée, qui était dans ma tête depuis des mois et des mois et des mois que je repoussais. Et puis voilà, ça y est, c'est lancé. Pour le prochain épisode, la semaine prochaine, je vous présenterai une maman, une femme qui viendra raconter son histoire. Voilà, on va faire petit à petit soit des partages d'histoires de maman, soit des partages de professionnels de la parentalité, périnatalité, soit un peu de parcours aussi de moi, des fois des petits épisodes sur moi pour vous rebooster. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de passer au micro, de m'envoyer un mail à contact@hopefamily.fr. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou début de journée, ou bonne sieste, ou bonne nuit. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre journée, mais je vous dis à très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses, rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.